Depuis toujours, Mark vit dans l'ombre de son frère parfait, jusqu'au jour où il découvre une terrible trahison. Manipulation, mensonge, héritage détourné, Mark décide de confronter son frère et de révéler toute la vérité lors de la lecture du testament. Ce moment va tout changer. Mark, 32 ans, a toujours vécu dans l'ombre d'Arthur. Son frère est né de 4 ans. Depuis l'enfance, la différence de traitement entre eux était flagrante. Arthur, brillant, charismatique, adulé par leurs parents, représentait le modèle de réussite. Il avait intégré une prestigieuse école de commerce, enchaîné les promotions et semblait incarner la réussite à la perfection. Mark, plus discret, avait choisi une voie indépendante, le conseil en stratégie numérique, à distance. Il gagnait bien sa vie, mais cela n'impressionnait personne dans sa famille. Son parcours n'était jamais vraiment salué, ni même considéré. À chaque repas, les conversations tournaient inlassablement autour des exploits d'Arthur. Mais Mark n'était pas naïf. Depuis quelque temps, il pressentait que quelque chose se tramait. Il percevait des silences inhabituels, des regards évités, des messes basses entre Arthur et leurs parents. Un jour, par pur hasard, il surprit une discussion qui changea tout. Arthur, sans savoir que Mark était à portée d'oreille, parlait avec leur père d'un testament et des moyens d'orienter l'héritage à son seul avantage. Ce jour-là, Mark comprit que son frère, si parfait en apparence, cachait une ambition froide et calculée. Pour la première fois de sa vie, Mark sentit une colère profonde, lucide. Il décida de ne plus se taire. La rivalité entre Mark et Arthur ne datait pas d'hier. En repensant à leur enfance, Mark se rappelait toutes ces fois où, malgré ses efforts, il ne recevait jamais autant d'attention que son frère. Quand il ramenait un 15 sur 20, ses parents lui demandaient pourquoi il n'avait pas fait mieux. Quand Arthur ramenait un 15, c'était la fête à la maison. À force d'être comparé, Mark avait fini par se construire en opposition à son frère. Il développait des centres d'intérêt différents, se forgeait une personnalité plus introvertie, plus réservée. Il avait choisi une vie plus calme, moins spectaculaire, mais plus authentique à ses yeux. Pourtant, rien de tout cela ne suffisait à faire taire ce sentiment d'infériorité qui le rongeait depuis l'enfance. Et maintenant, cette histoire de testament faisait ressurgir toute cette vieille douleur. Ce n'était plus seulement une question de jalousie ou de favoritisme, il s'agissait d'un vol, d'une trahison délibérée. Arthur ne se contentait plus d'être le préféré, il voulait aussi s'emparer de ce que leur père avait construit pour eux deux. Il voulait tout et laisser à Mark rien. Mark se jura de ne plus jouer le rôle du frère effacé. Il ne laisserait pas Arthur orchestrer cette injustice sans réagir. Quelques jours après avoir surpris la conversation, Mark décida de se renseigner discrètement. Il contacta Maître Delorme, le notaire de la famille, sous prétexte de vouloir préparer l'avenir. Ce qu'il découvrit confirma ses soupçons. Leurs parents avaient récemment modifié leur testament. Le patrimoine familial, une maison de campagne, un portefeuille d'actions et plusieurs comptes bancaires seraient transmis à Arthur seul sous prétexte qu'il était le plus responsable. Mark en resta figé. Cette injustice n'était pas une simple négligence, c'était une décision volontaire, influencé par les discours enjôleurs de son frère. Il apprit aussi que le testament devait être officiellement lu dans 3 semaines, lors d'une réunion familiale organisée pour l'occasion. Le choc passé, Mark ressentit un mélange de colère, de frustration et de détermination. Il comprit qu'il ne pourrait pas compter sur la justice formelle. Ce testament, bien que profondément injuste, était juridiquement valide. S'il voulait changer le cours des choses, il devrait le faire autrement, à sa manière. Il décida de tout révéler le jour de la lecture, devant tout le monde. Mais pour cela, il lui faudrait des preuves et du courage. Mark se mit à la tâche avec précision méthodique. Il savait que pour confronter Arthur sans être traité de paranoïaque, il devait rassembler des éléments concrets. Il commença par fouiller dans les anciens mails échangés entre leur père et Arthur. Grâce à un accès discret au vieil ordinateur familial, il découvrit plusieurs messages dans lesquels Arthur poussait leur père à sécuriser l'avenir en limitant les bénéficiaires du testament. Les formulations étaient habiles, jamais directement incriminantes, mais Mark sentait bien la manipulation. Arthur mettait en avant sa prétendue stabilité, son rôle dans la gestion des affaires familiales et insinuait régulièrement que Mark était instable et peu fiable. Cette répétition de propos orientés avait manifestement influencé leur père. Il a décidé aussi de tendre l'oreille aux confidences de leur mère, plus fragile psychologiquement ces derniers temps. Elle lâchait quelques phrases troublantes comme « Tu sais, ton frère a tellement fait pour nous ces dernières années » ou « Tu as toujours été plus indépendant, Mark, tu comprendras ». Il comprenait, mais ce n'était pas une excuse. Il savait maintenant qu'il devrait creuser davantage pour faire éclater la vérité. Alors qu'il poursuivait ses recherches, Mark tomba sur un ancien journal intime qu'il avait tenu adolescent. Il y relatait avec précision les humiliations subies, les injustices, les comparaisons incessantes. Il relut ces pages avec émotion, redécouvrant à quel point il s'était toujours senti diminué. Mais au milieu de ses souvenirs douloureux, une chose attira son attention. Un passage où il notait qu'Arthur avait menti à propos d'un stage d'été. À l'époque, leurs parents avaient cru qu'il avait été sélectionné dans un grand cabinet d'avocats. Mais Mark se rappelait maintenant qu'il l'avait surpris un soir en train d'imprimer une fausse attestation. Et si ce mensonge n'était que le premier d'une longue série? Cela lui donna une idée. Il commença à fouiller les réseaux professionnels d'Arthur, cherchant des incohérences, des failles dans son parcours si parfait. Et il en trouva. Il découvrit qu'une des entreprises citées sur son CV n'existait plus depuis 2010.
Pourtant, Arthur y affirmait avoir travaillé en 2012. Une petite faille, mais une faille quand même. Marc comprit alors que le château de cartes pouvait s'effondrer. Il ne restait plus qu'à frapper au bon endroit, au bon moment. Malgré sa détermination, Marc commença à douter. Était-il réellement prêt à affronter toute sa famille? Avait-il envie d'être celui qui briserait l'image idéale d'Arthur? Il savait que ses parents prendraient mal ses révélations. Peut-être même qu'ils choisiraient de ne pas le croire. Depuis toujours, ils idéalisent Arthur. Et lui, Marc, n'a jamais été plus que l'autre fils. Il se demande à un moment s'il ne ferait pas mieux de tout laisser tomber. Après tout, il avait sa vie, son travail, son autonomie. Il n'avait jamais vraiment compté sur l'héritage. Peut-être que son combat était futile. Peut-être qu'il faisait tout cela par orgueil. Mais alors qu'il hésitait, il repensa à tout ce que Arthur lui avait pris. La reconnaissance de ses parents, la confiance, l'amour même. Il repensa à toutes les années passées à se taire, à encaisser, à s'effacer. Il se souvint de cette phrase qu'il s'était juré de ne plus jamais prononcer. Ce n'est pas grave. Non. Cette fois, ce serait grave, et il ne laisserait plus personne l'écraser, pas même son frère. Marc prit rendez-vous avec Maître Delorme, le notaire chargé du testament. Il se présenta comme le fils cadet, soucieux de comprendre la situation familiale. Il ne dit rien des manigances d'Arthur, pas encore. Le notaire, homme d'un certain âge, afficha un professionnalisme froid. Il confirma que le testament actuel désignait Arthur comme unique héritier, justifiant cette décision par une stabilité financière supérieure et une implication constante dans les affaires familiales. Marc comprit que les arguments avaient été soigneusement construits. Arthur avait préparé le terrain depuis longtemps. Il avait façonné un récit cohérent, une version de la réalité taillée pour rassurer, pour convaincre, et cela avait fonctionné. Mais Marc profita de l'occasion pour semer le doute. Il interrogea le notaire sur les responsabilités d'un exécuteur testamentaire, sur les conditions de contestation, sur les possibilités de modification futures. Maître Delorme, bien qu'un peu agacé, répondit avec rigueur. À la fin de l'entretien, Marc déclara calmement « Je serai présente lors de la lecture et je viendrai avec des éléments que vous ignoriez peut-être. » Le regard du notaire changea légèrement. Pas de peur, mais un soupçon d'intérêt, peut-être même un peu d'inquiétude. Marc intensifia son enquête. Il retrouva un ancien collègue d'Arthur, rencontré lors d'un séminaire quelques années plus tôt. En discutant avec lui, il apprit que certaines rumeurs circulaient sur Arthur dans son entreprise actuelle. Des conflits d'intérêts, des décisions prises dans son seul intérêt, des relations tendues avec la direction. Rien de prouvable, mais suffisant pour entacher l'image lisse qu'il projetait. Marc décida alors de contacter un journaliste local spécialisé dans les affaires économiques. Sous anonymat, il lui transmit des éléments sur le parcours d'Arthur, en soulignant les incohérences. Il ne s'attendait pas à ce que cela sorte dans la presse, mais il voulait que l'information circule, que les regards commencent à changer. Et cela arriva plus vite qu'il ne l'aurait cru. Lors d'un déjeuner familial, leur cousine Élodie mentionna un article en ligne évoquant un jeune cadre ambitieux dont le passé professionnel présentait quelques zones d'ombre. Sans nom, sans photo, mais Arthur perdit légèrement son assurance en l'entendant. Il rit, bien sûr, mais son regard fuyait. Marc vit pour la première fois son frère douter. Marc savait que l'un des moments les plus douloureux serait de confronter sa mère. Elle était douce, aimante, mais aussi très influencée par la prestance d'Arthur. Il décida de la voir en tête-à-tête, quelques jours avant la lecture du testament. Il lui parla avec calme, sans colère. Il lui expliqua ce qu'il avait découvert. Il lui rappelait des souvenirs oubliés, des injustices subies, des douleurs tues. Il ne demanda pas de prendre parti, seulement d'ouvrir les yeux. Sa mère pleura. Elle ne nia pas, mais elle tenta de minimiser, de justifier. Elle parlait d'équilibre familial, de décisions difficiles, de sacrifice. Elle disait qu'Arthur avait toujours été plus apte à gérer, que Marc n'avait jamais réclamé quoi que ce soit. « Parce que je savais que ça ne servait à rien », répondit-il. Elle se tut, bouleversée. Marc comprit qu'il avait planté une graine. Il ne savait pas si elle grandirait, mais elle était là, et c'était déjà une victoire. À l'approche de la réunion familiale, Marc ressentait un mélange d'excitation et de tension. Il savait que ce qu'il s'apprêtait à faire allait déclencher une onde de choc. Il ne cherchait pas à humilier Arthur, il voulait simplement rétablir une vérité qu'on avait trop longtemps niée. Il prépara un dossier contenant ses preuves. Échange d'emails, incohérence de CV, témoignages, extraits d'archives. Il n'avait pas tout, mais suffisamment pour semer le doute. Il prévoyait de le remettre au notaire et d'en faire une lecture partielle devant la famille. La veille de la réunion, il ne dormait presque pas. Il repensait à tout ce chemin parcouru, à cette colère devenue lucidité, à cette peur devenue force. Demain, il affronterait les regards, les jugements, peut-être même le rejet. Mais il ne reculerait plus. Il allait enfin sortir de l'ombre. Le jour tant redouté arriva. La famille entière s'était réunie dans la demeure ancestrale, une grande bâtisse au charme suranné, empreinte de souvenirs et de tensions. Les visages affichaient un calme apparent, mais l'ambiance était lourde. Tous savaient que cette réunion serait décisive. Le testament allait être dévoilé, et chacun y projetait ses espoirs, ses peurs, ses soupçons. Arthur, impeccable dans son costume gris anthracite, saluait les invités avec son assurance habituelle. Il plaisantait, servait le vin, orchestrait les échanges comme un hôte parfait. Marc, lui, plus discret,
observait en silence. Il savait que le spectacle d'Arthur n'était qu'un leurre, mais il respectait son moment. Le sien viendrait. Le notaire arriva à l'heure dite, ses dossiers soigneusement rangés dans une mallette de cuir. Après quelques civilités, il annonça que la lecture du testament commencerait. Un silence s'installa, presque solennel. Marc sentit son cœur s'accélérer. Tout allait basculer. Maître Delorme prit la parole avec gravité. Il lut d'abord les clauses classiques relatives aux biens mobiliers, aux conditions de succession, aux volontés générales des défunts. Puis il en vint au point central, la répartition de l'héritage. Par ce testament, monsieur et madame Renaud désignent leur fils aîné Arthur Renaud comme unique héritier de la maison familiale, du portefeuille d'actions et des comptes bancaires mentionnés. Un murmure parcourut la pièce. Marc resta impassible, bien qu'une douleur sourde lui broyait la poitrine. Même en le sachant à l'avance, l'entendre à voix haute lui donnait un goût amer. Arthur affichait un sourire mesuré, presque modeste, mais son regard croisait celui de Marc avec une étincelle de triomphe à peine voilée. C'était le moment qu'il attendait, un instant où tout le monde allait l'applaudir, mais il ne savait pas ce qui allait suivre. Avant que le notaire ne clôture la séance, Marc prit la parole. Tous les regards se tournèrent vers lui. Il se leva calmement, tenant entre ses mains une chemise remplie de documents. Je voudrais, si vous me le permettez, partager quelques éléments que j'ai découverts. Non pas pour contester ce testament, il est ce qu'il est, mais pour que chacun ait l'opportunité de voir la réalité en face. Un silence total s'installa. Même Arthur perdit un instant son sourire. Marc déroula son exposé, sans colère, avec méthode. Il parlait des courriels trouvés, des incohérences sur le parcours professionnel d'Arthur, des témoignages recueillis, des manipulations à peine déguisées. Il cita les phrases exactes prononcées par Arthur à leur père, celles qui avaient influencé leur décision finale. Personne ne parlait, même le notaire écoutait, penché en avant, les sourcils froncés. La réaction fut immédiate. Leur tante Claire fut la première à prendre la parole. « Ce que tu dis est très grave, Marc. Tu es sûr de ce que tu avances ?» Marc répondit avec assurance. « Absolument. Je n'ai rien inventé. Tout ce que je viens de vous présenter peut être vérifié. » Le doute commençait à se propager. Les visages autrefois tournés vers Arthur avec admiration devenaient méfiants. Leur mère, pâle, gardait le silence. Elle semblait perdue. Arthur tenta de se défendre. Il minimisa, parla de jalousie, accusa Marc de vouloir diviser la famille, mais son ton était moins sûr, et surtout, il n'avait aucun document pour se défendre. Pour la première fois, les rôles s'inversaient. Marc n'était plus l'ombre d'un frère trop parfait, il était devenu le révélateur d'une vérité que tous préféraient ignorer. Puis ce fut leur père, jusque-là silencieux, qui prit la parole d'une voix grave. « Est-ce vrai, Arthur? As-tu réellement influencé notre décision par des mensonges ?» Arthur tenta de détourner, de parler de protection, de stabilité, mais ces mots sonnaient creux. Leur père insista. « Réponds-moi franchement. » Pris au piège, Arthur finit par lâcher une phrase qui le trahit complètement. « J'ai seulement fait ce qu'il fallait pour préserver ce que vous avez bâti. » Ce fut le point de rupture. Le regard du père se durcit, celui de la mère s'emplit de larmes. La pièce auparavant feutrée devint un champ de tension. Personne ne savait quoi dire, mais tout le monde comprenait. Après quelques minutes de silence pesant, leurs parents se retirèrent dans une autre pièce, demandant à parler en privé. Tous restèrent figés, attendant leur retour. Marc ne savait pas à quoi s'attendre. Il avait dit la vérité, exposé les faits. Mais il connaissait le poids des habitudes, de l'amour parental, de la culpabilité. Après une vingtaine de minutes de silence, leurs parents revinrent dans une autre pièce. Leur mère, tremblante, annonça d'une voix émue « Nous avons pris la décision de réécrire le testament. Ce que nous avons appris aujourd'hui change beaucoup de choses. » Arthur resta pétrifié. Marc, quant à lui, n'éprouva aucune jubilation, juste un immense soulagement. Le changement de testament fut enclenché dès la semaine suivante. Cette fois, les biens furent répartis de manière équitable. Marc reçut la moitié du patrimoine et la gestion fut confiée à un avocat indépendant. Arthur tenta de contester. Il menaça, fit appel à ses relations, mais les preuves étaient là. Et l'opinion familiale s'était retournée contre lui. Sa réputation fut entachée. Certains de ses amis lui tournèrent le dos. Il perdit une opportunité professionnelle importante peu de temps après. Marc, de son côté, continua sa vie simplement. Il n'exhiba jamais sa victoire. Il ne parla plus de cette affaire, sauf quand on le questionnait. Ce qu'il voulait, il l'avait obtenu. La vérité et un peu de justice. Même si les faits étaient maintenant reconnus, la blessure familiale ne se referma pas complètement. Les repas en famille restaient tendus. Les silences étaient parfois plus lourds que les disputes. Marc gardait une distance prudente. Il aimait ses parents, mais ne leur avait pas totalement pardonné leur aveuglement. Il parlait peu à Arthur, sinon pour les sujets strictement nécessaires. Le lien fraternel n'était pas brisé, mais il ne serait plus jamais le même. Il y avait eu trop de mensonges, trop de douleur. Pourtant, Marc ne regrettait rien. Il savait qu'il avait agi au bon moment, de la bonne manière. Il avait enfin retrouvé sa place. Avec les mois, la tension s'atténua. La vérité avait agi comme une secousse.
violente mais libératrice. Les parents de Mark firent des efforts sincères pour se rapprocher de lui. Sa mère, surtout, semblait vouloir rattraper le temps perdu. Mark reprit confiance. Il se remit à créer, à écrire, à voyager. Il avait retrouvé une forme de paix intérieure qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il ne cherchait plus à être aimé à tout prix. Il se suffisait enfin à lui-même. Arthur, de son côté, sombra dans un certain isolement. Mais peut-être, pensait Mark, était-ce nécessaire pour qu'il se confronte à ses propres démons. Un an jour pour jour après la lecture du Testament, Mark se rendit seul dans la maison familiale. Il y resta longtemps, méditatif, traversant les pièces silencieuses, chargées de souvenirs. Il pensait à l'enfant qu'il avait été, à l'homme qu'il était devenu. Il pensait au courage qu'il avait fallu pour affronter ce frère, qu'il avait tant craint, tant admiré, tant détesté. Et pour la première fois, il se sentit libre. Libre de son passé, libre de sa rancune, libre de l'ombre d'un frère trop parfait. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous pour découvrir d'autres récits poignants, profonds et pleins de suspense. La vérité, parfois, est plus puissante qu'un héritage.